Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, il est l'un des secteurs le plus impactés depuis le début de la crise sanitaire. Comment la restauration fait-elle face à la 5e vague? Nous recueillerons le témoignage de Riccardo Giraudy. La 90e édition du Rallye Monte-Carlo marque le début d'une nouvelle ère sur les pistes avec l'arrivée des voitures hybrides. Que va apporter ce nouveau virage au championnat du monde? Julien Moncé de chez Hyundai nous éclairera à ce sujet. Puis nous reviendrons sur la performance de Lisa Cossin-Battaglia. Elle vient d'être sacrée vice-championne du monde des World Series Jet Ski en Pro-Am chez les femmes. Et à la fin de ce journal, Vincent Vatrican vous présentera le prochain rendez-vous de tout l'art du cinéma à la croisée de la nature et la science. Le gouvernement princier a annoncé cette semaine la réactivation des mesures de soutien à l'économie et à l'emploi, une décision prise en raison de la situation sanitaire actuelle qui pénalise certains secteurs, dont notamment la restauration. Justement, comment les professionnels traversent-ils cette période d'incertitude? C'est la question que nous avons posée à l'un d'entre eux. Bonsoir Riccardo Giraudy. Bonsoir. Comment votre groupe traverse-t-il cette 5e vague? Écoutez, on a survécu comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas la joie, c'est difficile. Euh, c'est un peu triste à dire, mais quelque part on est habitué aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une énième vague qui nous rend tous tristes évidemment, mais quelque part on est déjà habitué un petit peu à ces moments difficiles et on essaie de faire le maximum qu'on peut pour garder les clients contents, essayer de remplir au maximum, mais c'est sûr que c'est pas aussi bien qu'il y a 12 ans, quoi. Forcément. Est-ce que vous avez constaté une baisse de la fréquentation avec notamment le retour du télétravail obligatoire à Monaco? Oui, écoutez, ça c'est assez drastique au fait. On le remarque surtout dans des zones de Monaco. C'est assez étrange parce que je demandais les chiffres hier à mes équipes et on voit vraiment que certaines zones comme la Condamine, comme Fontvieille, qui souffrent beaucoup plus que des zones comme le Larvoto ou les zones où les gens vraiment sont plus habitués à vivre, disons dans la principauté. Et oui, c'est presque pire que la première vague, au fait. C'est-à-dire que c'est au niveau enfin, le midi, c'est extrêmement difficile. Même si là, on sent depuis 2-3 jours, quelque part, que ça va un petit peu mieux. Mais c'est vrai que depuis le 5 janvier jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à la semaine dernière, c'était assez difficile. Les pertes sont encore importantes, Riccardo? Elles sont, oui, très importantes. C'est-à-dire que on imagine moins 30, moins 40% dans certains restaurants, surtout sur le chiffre d'affaires journalier. Donc le midi impacte moins en général parce qu'il y a le ticket moyen un peu plus bas. Donc le soir, on tient encore un petit peu, mais c'est vrai que les aides ont beaucoup aidé. Voilà, je dois dire la vérité. Donc on nous a beaucoup aidé. Les aides surtout sur les charges. Et puis on fait avec. Il faut dire aussi qu'en janvier, ça n'a jamais été la grande joie pour Monaco. Donc quelque part, c'est calme et encore plus calme. En même temps, on n'est pas en train de vivre cette vague en plein été où là, ça aurait été encore plus drastique et draconien pour un groupe comme le nôtre qui travaille beaucoup avec les étrangers aussi. Vous avez encore du personnel en CTTR là aujourd'hui? Non, on n'en avait pas trop. Là, peut-être qu'on va en remettre quelques-uns, mais vous savez, dans la restauration, c'est assez difficile parce qu'il faut rester ouvert. Si on est ouvert, il faut le personnel en salle, il faut le personnel en cuisine. On n'a pas trop le choix de mettre des gens en CTTR, même si ce qui était plus grave pour nous, au fait, c'était dans les bureaux parce qu'on a eu beaucoup de cas contacts. Et ces cas contacts ont fait que l'enfant d'un employé est cas contact, donc a le Covid ou cas contact, et donc le parent reste à la maison. Donc on avait pratiquement les bureaux déserts. Et donc ça, c'était très difficile parce qu'il fallait travailler, mais on n'avait pas les hommes pour le faire. Mais là, c'est en train de finir. Il faut dire la vérité. Je vois qu'il y a une espèce de mouvance comme on voit en Angleterre, en France. Il y a une certaine de retour à la normalité parce que voilà, la vague devrait passer, je pense. L'an dernier, vous nous confiez que vous avanciez au jour le jour. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? On essaye, encore une fois, on s'est habitué, on avance le jour évidemment, mais on est habitué à cette situation. Moi, je suis quelqu'un de très positif, donc on essaye de voir que c'est la fin, et donc toujours on se dit, écoutez, ça va bientôt finir, ça va se passer bien. Mais c'est vrai que il faut que ça s'arrête, il faut que ça fait 2 ans, quoi. Ça fait 2 ans qu'on nous allume, on nous éteint, on nous allume, on nous éteint,
et c'est très difficile à vivre. Et sur le plan international, Ricardo, comment fonctionnent les établissements du groupe? Alors écoutez, ça dépend des pays, voilà, tout simplement. Donc en France, c'est assez difficile. Janvier, c'était la pire année qu'on ait fait en France. L'Angleterre reprend, ils ont levé les restrictions hier. Dubaï, ça marche très bien. Il n'y a pas beaucoup de cas. Hong Kong, on peut pas y arriver. Ça fait 2 ans que les avions se sont fermés, donc l'Asie est beaucoup plus restrictive si on veut. Le Brésil, ça a rouvert, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment au cas par cas. C'est assez étrange. On subit beaucoup la politique. On sent de la lassitude dans vos propos, mais aussi beaucoup d'optimisme. Est-ce que cette crise a freiné vos envies de vous développer? L'an dernier, vous vous lanciez dans des restaurants virtuels. Est-ce que là encore, il y a des idées qui jaillissent pour vous développer encore plus? Alors écoutez, vous l'avez bien compris, je suis quelqu'un de très positif. Je crois que cette pandémie m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir, pour rester avec ma famille. Moi, je suis un créatif. On pense que souvent que je suis un businessman, mais moi, je passe ma journée à créer, à faire des recettes. Je ne sais pas cuisiner, mais je, 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 je pense à l'après. Je pense à l'après et je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités. Même sur Monaco, là, on va lancer évidemment, on a lancé la cuisine virtuelle, mais on va faire un beef bar végan. On ramène Joël Robuchon rue du Portier. À l'international, on va ouvrir 15 restaurants en 2 ans. Donc, on est extrêmement content. Voilà. Et disons que la pandémie nous a tous calmés, mais n'a pas freiné le développement et l'envie des gens de sortir, en fait. C'est-à-dire que notre industrie reste une industrie où, quand tout sera fini, sera une industrie que je pense qui sera très prometteuse. Eh bien, merci beaucoup Ricardo Giraudy de nous avoir livré votre témoignage ce soir sur Monaco Info. Merci infiniment. Merci à vous, merci. Dans le reste de l'actualité, ce lundi, le pass vaccinal remplacera le pass sanitaire en France. Ce n'est pas le cas en principauté. Néanmoins, les monégasques qui se rendront sur le territoire français devront montrer un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement s'ils souhaitent se rendre au restaurant, au cinéma ou dans un autre lieu culturel. Bonsoir Julia Vial. Julia, le pass sanitaire reste donc valable à Monaco. Concrètement, comment cela va se passer? Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Cette évolution dans le dispositif français nécessite une adaptation pour toutes les personnes en charge du contrôle du pass, notamment avec l'application TACVérif qui disposera de 2 modes de vérification. En effet, pour activer le contrôle du pass sanitaire, il sera désormais nécessaire de cocher « Désactiver le pass vaccinal ». Le titulaire du pass sanitaire en principauté n'a lui aucune action à réaliser. Il est toutefois rappelé aux monégasques et aux résidents qu'ils devront se soumettre à la réglementation française en vigueur lorsqu'ils seront sur le territoire français, c'est-à-dire, Émilie, répondre aux conditions du pass vaccinal. Merci pour ces précisions. Julia, justement, où en est la stratégie vaccinale à Monaco? Au 16 janvier dernier, plus de 73 381 injections de vaccins ont été administrées. 70% de la population résidente éligible au vaccin a bénéficié d'un schéma complet de vaccination. Ce taux est supérieur ou égal à 60% pour toutes les tranches d'âge à partir de 18 ans. Il dépasse même les 80% chez les 55-64 ans et dépasse les 94% chez les 75 ans et plus. Le gouvernement princier rappelle l'importance de se faire vacciner, Émilie, contre la Covid-19, le vaccin étant la solution la plus efficace pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. Nous l'avons appris hier, Julia, les réservations au marché de la Condamine ne sont plus obligatoires. En effet, Émilie, les clients peuvent désormais commander leur repas chez les commerçants et s'installer librement à table. Il faudra évidemment tout de même présenter un pass sanitaire valide et porter un masque lors des déplacements. Je vous rappelle que les commerces du marché de la Condamine sont ouverts du mardi au samedi de 7h à 15h30 et de 18h à 23h. Et enfin, cette information à retenir, des travaux de voirie vont débuter dans quelques jours du côté du Larvoto. Alors que les travaux du chantier
Testimonio 2 continue d'avancer à un rythme soutenu. Des opérations vont débuter pour rendre le boulevard du Larvoto à la circulation totale. Ces travaux nécessiteront une circulation alternée sur le boulevard à compter, Émilie, du 24 janvier. Ils dureront 2 mois et demi et ils vont permettre la remise en service de la circulation à double sens au début du mois d'avril. À ce sujet, Céline Caron-Dagioni, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, a tenu à préciser, je la cite, « Testimonio est plus qu'un chantier, c'est un projet d'envergure pour Monaco qui apporte des solutions concrètes et adaptées aux besoins des Monégasques et des résidents. Mais c'est aussi un projet qui demande de franchir de nombreuses étapes avant de voir le bout du tunnel. Il en reste encore une importante pour que le boulevard du Larvoto soit rendu à une circulation totale et l'alternat est la seule solution. » Fin de citation. Prenez donc vos dispositions à partir de ce lundi si vous vous rendez du côté du Larvoto. Le rallye Monte-Carlo tient toutes ses promesses. La manche inaugurale du championnat du monde marque aussi le début d'une nouvelle ère avec l'arrivée de la catégorie Rallye 1. Comprenez les voitures hybrides. Elles étaient 11 au départ de la 90e édition. Que se cache-t-il derrière ces bolides nouvelle génération? Peuvent-ils allier puissance et performance? Julien Moncé de chez Hyundai est avec nous pour nous apporter toute son expertise. Bonsoir Julien Moncé. Bonsoir Amélie. Quel est votre point de vue tout d'abord sur l'arrivée de l'hybride en rallye? L'hybride, c'est une totale révolution. Évidemment, jusqu'à présent, on avait des voitures avec moteur à combustion. Maintenant, on a intégré l'hybride. On a des voitures complètement nouvelles. C'est un nouveau règlement. On est reparti d'une feuille blanche. Donc, c'est un grand défi au niveau de l'ingénierie. On a un châssis avec un arceau complètement défini par la FIA. On a une transmission qui est nouvelle. On a une aéro simplifiée. Donc, et la partie hybride, un carburant, on va dire un carburant vert, synthétique. Donc voilà, c'est un tout nouveau règlement, tout nouveau challenge, une nouvelle motivation. Et sous le capot, qu'est-ce que ça donne? La voiture est un peu plus lourde, je crois. Oui. Par contre, c'est intéressant de voir qu'on a gardé le même moteur à combustion que l'année dernière. Donc on garde un peu l'aspect émotionnel, l'aspect sonore pour les spectateurs le long des spéciales. Et elle reste puissante et performante? Performante. La voiture est plus puissante quand on combine le moteur thermique au moteur électrique. Maintenant, la voiture est plus lourde et comme je l'ai dit, une aérodynamique plus simplifiée. Donc la performance, pour l'instant, on est encore un peu en retrait par rapport aux voitures de l'année dernière, mais on va progresser. Qu'est-ce que cela change pour le pilote? Il faut qu'il s'adapte en fait, il adapte son style de conduite à la problématique de l'hybride. Parce qu'en gros, pour simplifier à l'extrême, quand le pilote freine ou ralentit, et on recharge la batterie, et quand il réaccélère, il profite du boost, ce qu'on appelle, où le moteur électrique vient compenser le moteur thermique. Mais pour avoir ce boost, il faut avoir une régénération valide. Et là, il faut atteindre un certain niveau de puissance. Bon, après, ça devient un petit peu compliqué. Mais donc, il faut que le pilote, en fait, il joue entre l'accélérateur et le frein pour garantir cette régénération valide. D'accord. Vous avez pu faire des tests à la fin de l'année dernière. Combien de temps vous avez eu pour préparer cette nouvelle voiture chez Hyundai? Bien sûr, on a fait des tests. On a commencé à travailler sur la voiture déjà en 2020. Le premier prototype a roulé en mai de l'année dernière. Et la dernière évolution en fin d'année, décembre 2021. Okay, la fiabilité, selon vous, ça sera la clé pour assurer cette saison de la nouvelle ère? Complètement, et au Monte-Carlo encore plus. On sait que si on arrive à avoir une voiture fiable, on aura, j'espère, un bon résultat dimanche. C'est vraiment la clé, puisque la voiture est complètement nouvelle. C'est la même chose pour nos concurrents également. La performance, c'est toujours important, mais la fiabilité, ce sera le paramètre prioritaire. Julien, qu'est-ce qu'il représente ce rallye Monte-Carlo pour les pilotes et puis pour Hyundai qui a un nom bien inscrit dans le palmarès? Le Monte-Carlo, c'est quand même un rallye mythique avec des spéciales comme hier au Turini. C'est le rallye pour nous qui nous tient à cœur tout particulièrement en tant que fan de sport auto, en tant que constructeur comme Hyundai. En plus, le cadre ici, là aujourd'hui, on est sur le port de Monaco, c'est quand même un endroit particulier. Et est-ce que c'est l'étape aussi pour se jauger un petit peu, pour voir ce que l'hybride va donner au fil de la saison? C'est le premier test en grandeur réelle, donc oui, c'est la première fois qu'on va affronter nos concurrents avec ce nouveau règlement, avec cette hybride, donc c'est le premier test.
Mais il faut aussi prendre en compte que le Monte-Carlo, ça reste malgré tout un rallye atypique. Donc il faut aussi être prudent sur les conclusions qu'on fera dimanche après-midi. Bien, merci beaucoup Julien Moncé d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Et pour tout savoir sur les derniers résultats du rallye Monte-Carlo, les experts vous donnent rendez-vous demain sur Monaco Info à 8h30 et 20h30 pour 2 émissions spéciales. On reste dans le sport qui offre le plein de sensations, le jet à bras. Depuis plusieurs années, une monégasque excelle à l'international dans cette discipline. Elle s'appelle Lisa Cossin-Battaglia et vient une nouvelle fois de se démarquer au dernier championnat du monde. Le reportage de Fabien Bonilla et Orazio Gagino. Vice-championne du monde des World Series Jet Ski en Pro-Am chez les femmes, voici le résultat tout frais que vient d'obtenir Lisa Cossin-Battaglia après une compétition qui s'est déroulée en 3 étapes sur 3 continents. En Europe en Pologne, aux États-Unis en Arizona et enfin en Asie en Thaïlande. Une 2e place dans un contexte très particulier de crise sanitaire. Ça s'est très bien passé, ça a été très dur aussi mentalement. Physiquement aussi parce que évidemment avec les conditions sanitaires ça a été assez éprouvant pour y aller, mais voilà, on a mérité notre titre avec tous les sacrifices qu'on a fait, avec notre volonté de pouvoir déjà arriver jusqu'à la course. Et quand on était sur la ligne de départ, on avait la banane, la joie d'y être, et ça a été vraiment fantastique comme course en tout cas. Lisa Cossin-Battaglia est une passionnée de jet ski à bras depuis plus de 10 ans. D'un loisir au départ, cette monégasque qui consacre sa vie maintenant en compétition. C'est quelqu'un qui est motivé, donc qui veut toujours mieux faire, toujours se battre pour arriver à être la meilleure. Ses défauts, on va dire, il y en a beaucoup, non, on ne va pas dire ça. Je pense que ses défauts, et en fait c'est aussi une qualité, c'est sa gentillesse en fait, parce qu'elle pratique un sport qui est un sport mécanique, et sa gentillesse lui porte un petit peu défaut de temps en temps, parce qu'on va dire qu'il faut être un peu plus méchant sur une machine, un peu plus violent. Et aujourd'hui on travaille ça, on travaille la force et voilà. Après cette 2e place en Pro-Am, Lisa prépare les championnats du monde IUM, autrement dit, la compétition phare de cette discipline, la F1 du jet ski, avec un coup d'envoi prévu mi-mai. C'est une date que les coureurs ont déjà notée dans leur agenda. Le célèbre Monaco Run aura lieu le 13 février prochain. Les organisateurs viennent d'annoncer des mesures au vu de la situation sanitaire, Julia. Afin que les différentes épreuves se déroulent dans les meilleures conditions, un test PCR ou antigénique est demandé à tous les participants pour pouvoir récupérer leur dossard. Il doit être de moins de 24 heures à l'heure du retrait et ce peu importe, Émilie, la situation vaccinale du participant. Les visiteurs devront te présenter un pass sanitaire valide pour entrer dans le village Running Expo. Il accueillera coureurs, accompagnateurs et spectateurs au Port Hercule. Et pour finir, les courses de 1000 mètres qui regroupaient habituellement petits et grands ont malheureusement été annulés pour cette édition 2022. Nous vous en parlions en début de semaine, la maison Antiquorum vient d'organiser une vente aux enchères de montres prestigieuses. Certaines d'entre elles se sont vendues à prix d'or, Julia. Une vente aux enchères qui a eu lieu au Yacht Club de Monaco et grâce à laquelle des collectionneurs passionnés du monde entier ont pu acquérir des lots exceptionnels, dont une magnifique Rolex Daytona référence 6263. La montre symbolise d'ailleurs les liens historiques entre Rolex et le monde automobile. Cette pièce vintage fait partie des montres les plus prisées du monde et elle s'est vendue, Émilie, 351 000 €. Je vous rappelle qu'Antiquorum est la première maison de vente spécialisée en horlogerie de collection. Elle obtient d'ailleurs très souvent des enchères records grâce à des pièces d'une rareté exceptionnelle. Et puis vous teniez à nous parler de cette annonce des organisateurs du Festival Printemps des Arts, événement qui accueillera encore cette année des artistes d'exception, parmi eux Jean et Flamme Bavouzé. C'est un artiste, Émilie, au doigt d'or. Jean et Flamme Bavouzé est sans doute l'un des pianistes français les plus importants de son époque. Interprète aux nombreuses intégrales et œuvres complètes, ils se font dans les styles et les époques sans jamais faire de fausses notes. Extrait. Parce qu'il est très difficile à prendre cet accord, parce qu'il a 5 notes. Ou alors, ça c'est très difficile. C'est monstrueux. Il sera donc présent lors du premier week-end du festival,
un festival qui s'intitulera « Ma fin et mon commencement ». C'est le titre que Bruno Mantovani, nouveau directeur artistique du Printemps des Arts, a choisi de donner à ce grand rendez-vous international qui s'inscrit résolument dans la modernité. Et le festival Printemps des Arts débutera le 10 mars prochain. Merci Julia, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Intéressons-nous à présent à la prochaine projection de l'Institut audiovisuel de Monaco. Elle aura lieu mardi au Théâtre des Variétés. Plus d'informations avec Fabien Bonilla qui a rencontré Vincent Vatrican. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous parlons du film Pour la suite du monde. C'est un film canadien. Qu'est-ce que c'est? Très concrètement. C'est un ovni, Oui. mais j'adore les ovnis, vous savez. Où est-ce que vous êtes allé nous chercher ça d'ailleurs? Alors, je vais vous dire, c'est un souvenir d'études de cinéma. Il y avait une rétrospective d'un des deux cinéastes qui s'appelle Pierre Perrault, dont on montrait tous les films à Paris, dans une université, où je me suis empressé d'aller. Et j'ai vu un cinéma que je ne connaissais pas. C'est bien de se laisser aussi guider par l'instinct et de découvrir des choses. Et donc j'ai vu à peu près tous ces films. Il a dû tourner une trentaine, une quarantaine de films qui ont pour sujet le Québec. Donc on y parle français avec, paraît-il, avec un accent très fort. Léger. Très fort. Et j'étais absolument conquis par ces films, dont il faut dire que ce sont des documentaires. Ce que l'on appelle là-bas du cinéma direct. Du cinéma direct. Bon, après, quand on étudie un peu, même dans le cinéma direct, il y a des indications de tournage. Donc, bon, dit en quelques mots pourquoi le cinéma de Pierre Perrault me fascine. Alors, celui-là est un des premiers films qu'il a réalisé en duo avec Michel Brault. Donc, Pour la suite du monde, raconte l'histoire dans une île au large du Québec qui s'appelle l'île aux Coudres, la tradition de la pêche au marsouin. Et on va suivre comme ça le travail ancestral de ces familles qui se sont passées les recettes, les façons de faire pour cette pêche au marsouin. Donc on est aussi dans une idée de nature prépondérante et de l'homme au service de la nature. Et je rappelle que ce film, on l'a aussi sélectionné dans le cadre de la thématique générique de la saison, qui renvoie à un hommage discret mais présent au prince Albert Ier, à la croisée de la nature et de la science. Et ce film rentre bien justement dans cette thématique? À mon avis, oui, puisque c'est un film et c'est une équipe de cinéma qui se met au service d'eux. Et ça, on n'est pas du tout dans l'ordre de la reconstitution ou de la mise en scène, même si bien sûr il peut y avoir des indications qui ont été données à tel ou tel moment, mais on est dans une sorte de communion avec la nature qui effectivement rappelle une certaine vocation du cinéma qui était pendant longtemps, en tout cas au moment des origines du cinéma et jusqu'au début du parlant, de rendre compte du monde, de ce qui s'y passe et de pouvoir le transmettre à tout un chacun. Mais écoutez, allez voir donc Pour la suite du monde. Merci Vincent. Merci Fabien. C'était l'ambition, par exemple, de voir quelque chose de beau. L'ambition de prendre du marsouin. C'est le plus beau poisson qui peut se prendre. Ça revient rôti, je souhaiterais qu'à certains rats, quand même, que je serais parti dessus à terre, pour que les jeunes voient ce que les vieux ont inventé. Nous retrouvons Julia Vial pour les prévisions météo. Est-ce que cette semaine se terminera sous un franc soleil, Julia ? Pas une ombre au tableau prévu pour ce dimanche, pas un nuage non plus, avec du soleil toute la journée. Les plus courageux pourront peut-être même avoir envie de se baigner. La mer sera aux alentours de 14 degrés, Émilie. Et demain, nous fêterons la Saint-Bernard.
Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec bien évidemment l'événement du week-end, le rallye Monte-Carlo. Photo prise ce soir par Michael Alési. J'en profite pour vous rappeler que les experts vous donnent rendez-vous demain à 8h30 et 20h30 pour débriefer cette 90e édition. Très bonne soirée à tous et à demain pour le best-of.